Alors, on est live, donc c'est un grand plaisir encore une fois qu'on continue les lives Facebook avec le club d'investisseurs immobiliers. C'est avec plaisir qu'on reçoit un courtier que je respecte beaucoup et un ami en fait que j'ai une belle relation qu'on a développée justement la semaine des millionnaires à Sainte-Lucie. Hein, c'est fou ce qu'un verre peut faire dans une piscine en relation. Donc, avec François Gagnon, bien sûr. Bonjour, bonjour François. Hey, salut Jean-Philippe. C'est super d'être avec toi aujourd'hui, d'être en compagnie aussi des gens du club. Euh, Pouvoir continuer à partager notre passion pour l'immobilier, même en temps de COVID, pendant que tout le monde est confiné, c'est extraordinaire. Et puis, j'espère là, qu'on va pouvoir être assez généreux aujourd'hui dans l'information pour vous donner le goût là, de foncer sur le marché quand ça va réouvrir. J'aime ça, j'aime ça. Donc, ouais, comme j'ai dit, François, un courtier que je respecte beaucoup, vraiment franc, vraiment honnête dans ses transactions. Donc, j'apprécie beaucoup son opinion. Donc, vraiment, merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Juste pour donner un petit statut avant qu'on sorte dans le feu de l'action, François, on est le 1er avril aujourd'hui. Je vais juste donner le feedback de mon côté là, au niveau de collègues de loyer. C'est sûr que j'ai fait le tour de mes gestionnaires d'immeubles. Pour l'instant, il ne semble pas avoir de catastrophe annoncée. On a eu quelques demandes ici et là de report de paiement. C'est sûr qu'on va voir ça plus aller dans les prochains jours, c'est certain. Mais pour l'instant, là, le ton est quand même doux, quand même calme. Donc, c'est pas, du moins de mon côté, là, je ne peux pas parler pour tous les propriétaires d'immeubles du Québec, mais pour l'instant, ça ne semble pas être la catastrophe annoncée de mon côté. On continue à suivre, on va vous tenir au courant avec les Facebook Live du club. Donc, on sort dans l'entrevue avec François. Donc, François, veux-tu y aller généralement avec un statut de l'Union? Je sais qu'on a eu quelques courtiers immobiliers au courant de nos lives, mais ton opinion là, sur la situation, on va commencer par ça. Bien, l'opinion sur la COVID, c'est sûr que c'est malheureux ce qui se passe. On est évidemment très sensible à ceux qui perdent leur emploi, ceux qui ont vu leur situation financière affectée par tout ça. Je suis très content de voir aussi que le gouvernement supporte les gens en ce moment avec des aides qui vont arriver à partir du 6 avril. Ça sécurise beaucoup le marché. Ça nous permet, nous, en tant que courtier, de continuer les négociations qui sont en cours, même de recevoir des nouvelles promesses d'achat en ce moment. On voit que les acheteurs ont encore confiance au marché. Alors ça, c'est assez extraordinaire de voir ça. Je pense que le Québec va se sortir aussi fort de la COVID qu'on va pouvoir, nous, en tant que Québécois, se comporter en ce moment. Et puis là, on voit qu'il y a de la solidarité entre les locataires, les propriétaires, malgré ce qu'on a pu lire dans les journaux, là, notamment là, avec les pétitions de non-paiement et tout. Je pense que la grande majorité des gens sont plus dignes que ça. Ben effectivement, ben c'est ça. C'est vraiment juste d'habitude les gens qui veulent profiter du système, qui trouvent une porte pour profiter du système. Euh, François, on va parler au courant de l'entrevue. C'est sûr qu'on va revenir un peu sur les résidences pour personnes âgées vers la fin de l'entrevue. Mais on va continuer en fait sur le marché actuel, les questions. J'ai posé un peu les questions à beaucoup de courtiers immobiliers et je me permets de la relancer encore une fois. On a une transaction en cours, on est en due diligence. Est-ce qu'on devrait poursuivre notre transaction ou est-ce qu'on devrait plutôt se concentrer sur une autre transaction, sur des meilleurs deals ailleurs? Moi, je pense que si vous êtes déjà en transaction, c'est parce que vous considérez que vous êtes en train de travailler un deal. Alors, le défi, il y a de ça une semaine, puis même encore, celle-là un peu, c'est de trouver un immeuble disponible qui répond à nos besoins en tant qu'investisseur. Bien, si vous êtes en train de faire ce deal-là, c'est que vous l'avez trouvé. Lâchez-le pas. Continuez votre vérification diligente. Poussez-la jusqu'où vous êtes à l'aise de la pousser. Il y en a qui sont très expérimentés, puis que par quelques questions ou quelques photos, ils sont capables de lever la clause de vérification diligente, puis ils sont à l'aise avec ça, parce que c'est le 25e immeuble qu'ils achètent dans les 5 dernières années. Il y en a d'autres, par contre, qui vont être peut-être moins sûrs d'eux. Donc, à ce moment-là, qui prennent peut-être une extension de délai, tout simplement pour être confortable avant de lever la vérification diligente. Pour ce qui est d'entamer, si vous êtes rendu au financement, envoyez votre dossier. Il y a des institutions qui sont capables de traiter vos dossiers en ce moment. Donc, moi, je ne laisserai pas tomber, non.
Je ne perdrais pas de temps là-dedans. Non. Tu ne perdrais pas de temps là-dedans, tu continuerais. On parlait de renégociation un peu hors onde. Qu'est-ce que tu renégocierais dans le cas d'une renégociation par rapport à la situation actuelle? Bien, c'est sûr qu'on ne veut pas ouvrir la porte à des renégociations. On parle ici d'une situation temporaire qui ne peut pas affecter de façon permanente la valeur des immeubles, à mon avis. Par contre, il y a des immeubles là, il y avait des locataires, par exemple, qui viennent de France ou qui viennent d'Europe, qui, eux, ont été obligés de retourner dans leur pays. Puis, il y en a qui ont appelé leur propriétaire et qui ont dit, regarde, je ne reviendrai pas. Hop, c'est un logement vacant. Ce logement vacant-là devient en ce moment une opportunité pour un optimisateur. Parce que des fois, c'est ça le défi, hein, c'est de pouvoir acheter un immeuble qui, quand on va en prendre possession, on peut déjà commencer à optimiser les loyers. Donc, si on regarde ça de cette façon-là, je pourrais être celui qui veut que la situation reste parfaite comme l'avant COVID, puis là j'essaie de négocier au maximum mon propriétaire. Je réussis là, par toutes sortes de miracles d'obtenir 10 000 de moins, mais finalement, j'ai encore la même, c'est le même portrait. Ou bien, je pourrais regarder l'immeuble de façon différente, dire OK, je vais l'acheter encore le même prix, mais là, monsieur le propriétaire, il y en avait un là, qui n'était pas sûr de partir ou pas. Est-ce qu'on pourrait s'arranger pour qu'il parte? Puis parce qu'il avait trouvé un autre appartement puis il n'était pas trop sûr. Est-ce qu'on pourrait l'encourager ou l'aider? Puis moi, ben, au lieu de sauver 10 000, je vais pouvoir créer 50 000 plus rapidement en optimisation. Donc, si ça peut être des opportunités comme celle-là qu'on va trouver sur le marché, donc il va falloir penser autrement parce que les vendeurs en ce moment ne sont pas prêts à se déculotter encore, là. Il y avait le gros bout du bâton il y a 2 semaines, ils l'ont encore. On est encore dans un marché compétitif. S'il y avait 6 acheteurs pour un vendeur il y a 2 semaines, ben là, il y en a peut-être 4 pour un. C'est pas pour rien qu'on reçoit encore des promesses d'achat en ce moment. Oui, est-ce que vous en recevez beaucoup? C'est une question qui avait été posée À tous les jours. Oui, à tous les jours. Okay. Il reste à savoir maintenant la qualification. Vous savez, nous autres, on a toujours des habitudes de qualifier de façon très serrée. Mais oui, on reçoit des offres à tous les jours. Des fois, on sait que c'est plus une offre d'essai. On teste le vendeur avec ça. Si le vendeur, finalement, dit non, moi, je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas encore de problème, mon immeuble me rapporte encore autant, ben écoute, on laisse tomber la promesse d'achat, mais autrement, on en reçoit. Il y a des gens qui sont actifs sur le marché en ce moment, qui comprennent, qui sont tout à fait à l'aise avec le fait qu'il nous reste peut-être 2 mois de confinement, 1 mois, on ne le sait pas, mais c'est tellement temporaire que les gens ne ralentissent pas. Et que tu dirais aux optimisateurs à propos du mouvement de locataires? Parce que là, c'est sûr que là, on veut optimiser, on veut reprendre des logements. Là, on n'est pas capable parce qu'il n'y a presque pas de visite ou du moins, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu penses là-dessus au niveau de ça pour les optimisateurs? Bien, encore une fois, je considère cette situation-là comme étant temporaire. Si vous optimisez un logement dans 1 mois, je pense qu'il faut, bien, quand on aura le droit de recommencer, il faut reprendre ces travaux-là parce qu'il y a définitivement des gens en ce moment qui auront besoin d'un logement. Il y a des gens qui ont déjà dit qu'ils n'allaient pas renouveler leur loyer là, au mois de janvier, février, mars. Ils n'ont peut-être pas encore trouvé un appartement. Donc, c'est le temps ou jamais de continuer à optimiser, puis même d'annoncer, recevoir des appels. Il y a peut-être même des gens qui vont vous appeler, là, puis que juste en regardant les photos ou juste en regardant les spécifications de votre logement, ils vont dire « Je le veux, je le prends, envoie-moi ton bail par Internet ou peu importe, je le signe. » Oui, intéressant. Je ne sais pas à quel point. Oui, vas-y, François. Tu sais, avant, là, beau logement, là, disons à Montréal, il pouvait y avoir 25 demandes en même temps. Donc, là, mettons là, qu'il y a moins de demandes à cause de la COVID. Il va quoi, avoir 12 demandes en même temps? Ça te prend juste un locataire. Ça t'en prend pas 25. François, comme j'ai dit, on s'est connus très bien encore plus, en fait, parce qu'on se connaissait déjà à la Semaine des millionnaires en prenant un petit verre dans la mer des Caraïbes. C'est toujours des belles discussions dans ce temps-là. Je t'entendais parler de réputation et ça tombe bien parce que je viens de voir que Jacques regarde le live. J'aime ça, ça va créer une vision différente à investisseurs, courtiers. On parlait beaucoup de réputation des investisseurs.
Donc, chez PMML, ou j'imagine dans les autres agences de courtage aussi, ils notent, en fait, ils notent toutes les conversations, tout ce qui était reçu des agents. On parlait que tu étais d'avis que la réputation de l'investisseur immobilier est son outil le plus précieux. Et donc, tu veux-tu développer un peu là-dessus avant qu'on passe à l'avis de Jacques qui est en ligne? Donc, je trouve que ça va être intéressant. Bien, c'est vrai que la réputation, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais pas juste pour les investisseurs, pour tout le monde. Okay? C'est quelque chose qui nous appartient et qu'on ne peut pas nous enlever. Il faut en prendre soin de cette réputation-là. Et puis, effectivement, quelqu'un qui fait 100 offres d'achat dans une semaine, ben, à très, très, très bas prix, ben, il va avoir la réputation de faire ces offres-là. Donc, ceux qui ne sont pas prêts à mordre à l'hameçon, ben, vont savoir c'est qui, vont le prendre en souriant, puis vont dire ben non, j'ai pas le goût de négocier avec lui. Je sais que de toute façon, il va vouloir me saigner. Mais ceux qui font 100 promesses d'achat par semaine ont aussi un objectif, c'est de trouver quelqu'un en difficulté. Donc, je suis d'accord avec ça. Maintenant, est-ce qu'un courtier comme moi, par exemple, je vais parler pour moi, est-ce que moi, je me prêterais à ce jeu-là avec un acheteur puis faire 100 promesses d'achat? Non. Parce que là, à ce moment-là, je vais nuire à ma réputation auprès des vendeurs ou des propriétaires d'immeubles. Donc, c'est une stratégie que je respecte, mais moi, je ne m'y prête pas en tant que courtier. Puis je vais parler juste pour moi. Mais je sais qu'il y a des courtiers qui peuvent s'y prêter à ce jeu-là. Puis c'est correct aussi. Puis est-ce que tu vas recevoir, par exemple, pour revenir au live de Jacques, en fait, de vendredi dernier, Jacques qui en a vu plus d'une, qui parlait justement en situation actuellement où est-ce qu'il irait plus dans un mode shotgun, où est-ce que justement il tirerait beaucoup de promesses d'achat. Est-ce que tu sembles avoir un peu reçu ça en tant que, pas toi faire la promesse d'achat, mais en tant que de recevoir, parce que tu es plus un courtier qui représente les vendeurs, François. Est-ce que tu as reçu un peu ça? Est-ce que tu as le feeling que le marché est comme ça actuellement? Non, je n'ai pas le feeling que le marché est encore comme ça. Il n'y a aucun signe en ce moment comme quoi les propriétaires sont en grande difficulté. Par contre, si je devais recevoir une offre de type shotgun, ça veut dire qu'on vendrait à un prix exceptionnel. Il faudrait négocier aussi des conditions d'achat exceptionnelles. Donc, c'est donnant-donnant. Tu veux sortir le vendeur qui aurait supposément un problème, tu veux le sortir de son problème? Parfait, sortons-le rapidement. Es-tu en mesure de closer dans 3 semaines chez le notaire? Intéressant. Donc, tu n'as pas le feeling, parce que encore une fois, tu représentes plus les vendeurs, tu n'as pas le feeling en ce moment dans les listings, je ne sais pas combien de listings tu représentes en ce moment, François. Il ne semble pas avoir, il n'y a pas de vendeurs qui t'ont appelé inquiets pour faire des baisses de prix sur leur logement. Il n'y a pas de panique encore. Non, il n'y a personne qui m'a appelé pour faire des baisses de prix. Je pense que tout le monde est quand même groundé. Il n'y a pas de panique en la demeure. Les vendeurs vont observer ce qui va se passer. Ils ont déjà pris les devants depuis la mi-mars en appelant les gens à savoir s'ils ont des besoins en particulier, est-ce qu'ils vont être capables de payer pour le mois d'avril, quel genre d'aide ils ont pu obtenir, est-ce qu'ils en ont besoin. Hein, j'ai quand même de très bons clients là, qui ont même offert leur aide à leurs locataires. C'est pas, en ce moment-là, ce n'est pas une confrontation, c'est une solidarité, une aide qu'il y a entre les propriétaires et les locataires. Puis ça, je pense que c'est une très grande majorité. Absolument. Il y a Jacques qui a répondu effectivement. Là, très peu de courtiers vont s'y prêter. Puis je suis d'accord avec Jacques. En fait, il va plus avoir peut-être dans ce type d'offre-là, disons shotgun, ça va plus être des négociations qui vont se faire de gré à gré, je pense, plus que via un courtier. Définitivement, parce que, comme tu as dit, François, je ne pense pas que tu vas te mettre à faire 100 offres d'achat par semaine. Ben, je ne suis pas là, mais en multilogement, c'est peut-être différent aussi. On va falloir aussi apprendre à bien lire l'information. Hein. Ça, je pense qu'on a toujours appris ça justement au club. C'est toujours le fun. Je me rappelle dans le temps où j'allais souvent au mensuel, je ne sais pas si c'est encore le même, mais Jacques était là, il nous montrait l'actualité, puis il nous faisait lire entre les lignes. Mais c'est le même principe en ce moment. Oui, la SCHL va peut-être nous émettre des rapports comme quoi il y a eu plein de rapports de paiement d'hypothèques et compagnie, mais ça ne sera peut-être pas en multilogement. Ça va peut-être être plus dans le résidentiel. C'est peut-être eux, les maisons à flipper, qui vont être plus des grandes opportunités que le multirésidentiel qui, lui, a des revenus. Même si on a un taux supérieur de mauvaise créance, il n'en reste pas moins qu'on a encore des revenus. On a encore quelque chose pour payer. Alors, je ne pense pas qu'à court terme, on va voir le prix des multilogements descendre ou qu'on va voir beaucoup de vendeurs
prêts à vendre dans 2 semaines là, à très, très, très bas prix. Je serais très surpris de ça. Et tu amènes un bon point, en fait, parce que j'avais ces réflexions-là avec les différentes entrevues. Le coût va peut-être se faire sentir dans 4 ou 6 mois quand les mesures de report de capital intérêt vont arrêter. Parce que ça peut être facile au niveau résidentiel. Pour l'instant, ça ne semble pas être la crise. On verra combien de temps le confinement dure, comme on en a discuté, mais peut-être au niveau commercial, là, où est-ce que les gens font des reports de paiement. Et c'est relativement facile. Moi, j'ai eu des appels de banquiers qui m'ont tout de suite offert les reports de paiement. Je pense que ça peut être alléchant, sauf que c'est un report de paiement, ce n'est pas nécessairement un congé de paiement. Je ne sais pas si, selon toi, est-ce que tu penses qu'on va frapper peut-être plus de vendeurs motivés ou un mur dans 4 à 6 mois quand ces mesures-là vont être terminées? Je pense que ça va être un amalgame de plusieurs choses qui pourraient faire en sorte qu'un vendeur frappe le mur. À force de pelleter par en avant, à un moment donné, on n'est plus capable de continuer notre chemin. Si on a pelleté par en avant notre hypothèque, nos intérêts, puis qu'on s'est mis des frais supplémentaires sur le dos, ça peut être une chose. Ensuite de ça, il s'agit d'avoir un avis de non-conformité un petit peu agressif pour, je ne sais pas moi, faire entrer des pieds d'eau dans un système d'alarme incendie. Oups, c'est une autre dépense. Hop, notre toiture vient de nous lâcher, ça coule. Hop, une autre dépense. Puis à un moment donné, l'amalgame de tout ça, puis la loi de Murphy étant ce qu'elle est, on arrive et on dit aïe, aïe, tout ça, c'est arrivé à un moment où il ne fallait pas que ça arrive. Bon, bien là, on va avoir un vendeur dans le trouble. Mais c'est quand même, je ne pense pas que ça représente la majorité des cas futurs non plus. Moi, je pense que ça va être dans le commercial. Commercial, ça va faire mal. Je disais des commentaires, là, les gens, quand tes seuls revenus, c'est 3-4 commerces et les 4 commerces sont fermés, ils ne veulent pas payer. Je pense que ça va être sportif dans le commercial. Je pense que, de toute façon, Patrice disait qu'il y avait des bonnes opportunités qui se dressaient là. Ça, j'en doute pas. Puis un de mes collègues, Bernard Charland, qui vient de joindre à nous, là, serait probablement capable là, de rentrer en détail là-dedans. Comme vous le savez, moi, je suis plus dans le multilogement ou semi-commercial à grande majorité résidentielle. Là. Exact. Je te lance encore un sujet qui est peut-être pas hors contexte, peut-être hors compétence, mais j'en doute quand même parce que tu es quand même un très, très bon courtier. Non, mais je voulais parler de construction neuve. Je voulais parler de construction neuve parce que je sais que dans l'entrevue hier, c'est Thierry qui en a parlé, mais on manquait de main-d'œuvre avant. Et là, on va avoir un report, un arrêt complet, du moins pendant 3 semaines. Ça va peut-être durer plus longtemps. Personnellement, en tant qu'investisseur, j'ai peur de la main-d'œuvre que je vais être capable de trouver pour mener à terme mes projets parce que c'est sûr qu'il va y avoir une grosse pression sur les projets qui ne sont pas livrés. Il y a des gens qui déménagent là-dedans. Là. Il y a des condos qui sont livrés, il y a des actes qui ont été vendus. Donc, selon toi, qu'est-ce que tu penses que ça va avoir l'air, la main-d'œuvre, pour soit la construction neuve ou la rénovation, l'optimisation? Bien, écoute, la main-d'œuvre était rare, puis elle va l'être encore, c'est sûr et certain. Et puis là, c'est là qu'on va voir ceux qui ont su bien engager leurs fournisseurs puis qui n'ont pas trop négocié. Parce que j'imagine que les fournisseurs vont aller vers ceux, justement, qui avaient un mandat bien payé, et ainsi de suite. Ils vont prioriser là où ils peuvent faire de l'argent, c'est sûr et certain. Donc, oui, il va y avoir une rareté. Je pense qu'il y en a aussi qui font tellement de projets qui vont avoir été capables de s'accaparer la loyauté de ces fournisseurs-là. C'est eux qui vont en sortir gagnants. Donc, encore une fois, ceux qui ont peut-être fait des concessions dans le passé avec un fournisseur vont se retrouver avantagés aujourd'hui. Je suis d'accord. Il y a Jacques aussi qui continue à écrire. Jacques, je ne lirai pas tous les commentaires, mais effectivement, il disait beaucoup de projets seront annulés. Selon moi, il y aura une main-d'œuvre de disponible et à meilleur coût. Oui, il y aura peut-être des projets qui vont être reportés également. Donc, il y a peut-être des projets qui vont être tout simplement déplacés parce que si on avait un projet, en tout cas, personnellement, si j'avais un projet à construire en ce moment puis ma main-d'œuvre ne m'appartient pas, je suis en sous-contractant, définitivement, je mettrais une pause là-dessus parce que il va y avoir des projets qui vont devoir livrer là, avec des conséquences graves. Là. Il y a des gens qui peuvent se retrouver à ne pas avoir de logement. Là, il va y avoir une pression énorme sur le marché en ce moment. Moi, j'ai la chance de travailler avec des constructeurs qui avaient de l'avance sur leur chantier. Alors, si tout se passe comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas trop le 13 avril, ces constructeurs-là qui sont des gens très sérieux, bien expérimentés,
vont être capables de livrer là, sensiblement ou même pile sur la date de livraison prévue parce qu'il y avait de l'avance. Donc, c'est sûr que ça, c'est un atout pour moi comme courtier de travailler avec des gens qui sont aussi bons. Je voulais t'entendre gestion immobilière. Tu en as glissé un petit mot hier, mais gestion immobilière. Puis j'ai pas eu le temps aussi de partager les petits trucs qu'on a eu en entrevue. Je vais les repartager avec vous. Selon toi, François, c'est quoi les meilleurs trucs en ce moment en gestion immobilière? Bien, c'est de pouvoir, c'est de parler, d'être empathique envers ses locataires si on est propriétaire, de les appeler, de les aider à répondre à leur obligation de payer le loyer. S'il faut mettre un peu d'eau dans son vin pour recevoir le loyer le 15 ou le 20 avril, c'est correct. Si on se rend compte que la personne vraiment est un petit peu trop serrée, on connaît nos locataires, on peut peut-être mettre en place une petite stratégie comme celle qui avait été suggérée là, à quelques reprises là, il y a une semaine ou deux, peut-être de faire une entente où on augmente le bail pour pouvoir étaler le prix de ce loyer-là qu'on a annulé, qu'on puisse le reporter sur 11 mois, l'étaler, ça peut aider une personne. Mais là, ça va vraiment être du cas pour cas pour chaque personne. Moi, j'adore cette idée-là en passant. Là. C'est sûr qu'on écope un loyer, donc ça fait mal au cash flow, mais si on est en phase de refinancement, d'augmenter son loyer comme ça, là, de reporter son loyer sur le bail actuel, moi, je pense que ce serait vraiment une belle solution gagnante. Ouais. Puis aussi, tu sais, moi, je flirtais aussi avec une autre idée récemment. Je me disais, ben, des fois, on a des locataires qui sont super habiles. Peut-être qu'on peut négocier de laisser tomber un loyer pour peut-être qu'ils nous rendent des services dans l'immeuble. Tu sais, ceux qui ont encore, par exemple, des garde-corps en acier puis qui sont dû être peinturés. Bon, on peut peut-être lui demander qu'il passe son mois d'avril à nous sabler ça en échange d'une rémunération correcte qui correspond au loyer qui a manqué. On peut trouver des petites idées comme ça pour impliquer un locataire. Puis imaginez que quand on implique quelqu'un dans son immeuble, ben, cette personne-là ressent peut-être un sentiment d'appartenance ensuite de ça, puis va faire attention à l'immeuble un peu plus qu'un locataire régulier, puis il va peut-être dire aux autres de faire attention aussi, surtout s'il a peinturé les murs du hall d'entrée. Juste faire attention, je vais mettre un bémol, je sais que tout le monde le fait quand même, juste mettre un bémol si jamais la CCQ ou la RBQ nous regardent. Ils n'auront pas le droit de faire ça s'ils n'ont pas les cartes. Je sais entre toi et moi qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, je ne fais pas ça, toi non plus, François, je suis sûr. Donc, on ne fait pas ça. Mais c'est une bonne idée et je veux donner les idées aussi parce qu'on a eu une gestionnaire d'immeuble du côté anglophone qui avait des bonnes idées également. Elle a reporté en fait les départs qui étaient prévus en juillet. Elle a décidé de reporter les départs au 1er septembre. Donc, ça permet justement de relaxer tout ça. Donc, ça permet de rajouter un mois ou deux, là, dépendant sur les 1er août, 1er septembre, pour permettre de faire les visites. Je trouvais que c'était une belle stratégie quand même qui mettait moins de pression sur les locataires. Donc, si vous êtes prêts à concéder le 1er juillet, je trouvais ça vraiment intéressant comme stratégie. Vraiment. Très bonne idée. Fait que je voulais la partager en français parce qu'on a un petit peu moins d'auditoire sur la page anglaise, évidemment. Donc, une très bonne idée. Également, son commentaire pour avoir fait des visites virtuelles, on en parlait ensemble, François, pour avoir fait des visites virtuelles, elle en a fait beaucoup pour des résidences étudiantes et elle n'en fait pas parce qu'elle disait qu'il y avait souvent un taux de refus par la suite. Donc, les gens, oui, ils voient le building en visuel avec une vidéo, ils signent un bail électronique, mais elle dit, j'ai vu trop souvent des gens qui sont rentrés, puis là, il y avait quelque chose qui ne plaisait pas. L'ambiance n'était pas bonne. Et là, finalement, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait se retirer du bail et là, ça commençait les procédures, puis les non-paiements, etc. Donc, elle préférait retirer. Et je pense que je suis d'accord avec elle. Je pense qu'on est peut-être mieux d'attendre plutôt que de faire des visites virtuelles. Là. En tout cas, je sais qu'on en a parlé un peu. Là. Je ne sais pas si c'est quoi ton avis là-dessus, François. Là. Bien, c'est certain qu'une visite virtuelle, on ne peut pas apprécier la volumétrie des lieux, on ne peut pas sentir, entendre. C'est sûr que c'est important, si on se lance là-dedans, de dire à la personne, vaut au moins faire un tour à l'extérieur. Si les règles de confinement le permettent, là, je pense que oui, on a encore le droit de prendre une marche dehors. Je pense que ce serait ça l'idée. Puis il va falloir donner beaucoup de spécifications et de caractéristiques. Puis justement, parler de ce genre de situation-là avec avec le locataire pressenti. Tu sais, lui dire, regarde, ça m'est arrivé dans le passé là, que j'ai eu plusieurs problèmes, qu'il y a des gens qui voulaient se sortir de la signature du bail et tout et tout. Toi, est-ce que tu es ce genre de personne-là? Qu'est-ce qui pourrait te faire reculer? Qu'est-ce qui, normalement,
aurais fait en sorte que tu n'aurais pas voulu cet appartement-là. Là, si la personne dit, ben moi, les odeurs, j'ai bien de la misère, mais parfait, c'est un immeuble non-fumeur. Est-ce que ça te va, ça? J'ai jamais eu de problème ou de plainte liée aux odeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à tes attentes? Oui, ben allons-y. Intéressant. Ça ajoute Je un pense beau qu'on peut contexte. se permettre de parler aux gens de façon franche. Oui, je pense qu'on s'entend là-dessus encore une fois. Je pense que c'est une relation, c'est une business d'humain. On a la chance d'être des pères de famille pour tous ces gens-là. Intéressant. Il y avait juste, je vais lire encore un commentaire avec Jacques qui disait justement il va y avoir des matériaux importés de la Chine. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, s'il va y avoir pénurie ou non. Bien, ça, évidemment, ça va mettre encore une pression sur les coûts de construction qui étaient déjà à la hausse. Ça va continuer. C'est sûr que ça n'aidera pas, là. Une production qui dit production ralentie, dit une offre moins abondante. Déjà que la demande était très abondante, ben, c'est la bonne vieille loi de l'offre et de la demande qui va prendre le dessus. Oui, j'ai hâte de voir la démographie par contre. Est-ce qu'on va avoir autant de mouvements au niveau de la démographie? Donc, est-ce qu'ils vont continuer à mettre de la pression sur le marché montréalais? Ça, c'est quelque chose qui est dur à prédire. Je sais que PMML, vous faites des stats là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses selon ta boule de cristal, démographie? Moi, j'ai bien l'impression qu'on a la mémoire courte. Puis que oui, il va y avoir certaines choses qui vont changer. L'après-COVID, hein, il y aura un avant-COVID, un après-COVID. Mais j'ai l'impression que assez rapidement, si on s'en sort comme prévu par les autorités, déjà au 1er septembre, on va déjà avoir probablement recommencé à vivre normalement, très normalement. Puis on va avoir mis en arrière cette idée-là du confinement, puis on va redevenir une planète qui fait de la mondialisation, du commerce international, qui a de l'échange. On n'arrêtera pas ça. Hier, il y avait une question dans le live aussi sur la densité. Bien, Oui. on n'arrêtera pas la densité parce que la densité répond aussi à d'autres enjeux qui sont des enjeux environnementaux, d'étalement urbain, de proximité du lieu de travail, de milieu de vie. Ces enjeux-là ne disparaissent pas en ce moment. Là. Ils sont juste mis de côté en attendant qu'on soit capable de se reprendre dans nos bras à nouveau. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a effectivement toute une folie. On est dans le moment présent. Même, je lisais Ligue nationale de hockey 2 ans avant de recommencer les activités avec spectateurs. Ça m'a un peu choqué. Je suis comme, OK, on y va vraiment intense là, au niveau des endroits publics et tout. Je pense qu'on vit dans le moment présent, effectivement. On a de la difficulté à se projeter pour l'avenir. François, pour les 2-3 dernières minutes qui nous restent pour le live, puis on pourrait y aller avec des questions après si les gens veulent poser des questions, allez-y, je vais les prendre après. Résidence pour personnes âgées, c'est quelque chose que tu es spécialisé dedans, François. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le marché actuel des résidences pour personnes âgées? Bon, les résidences pour personnes âgées, là, en ce moment, les transactions qui sont en cours restent en cours. On fait affaire avec des acheteurs qui sont expérimentés parce qu'en RPA, un des prérequis, c'est l'expérience. Alors, ces gens-là savent que de toute façon, ça ne se notariera pas la semaine prochaine. Il y a encore des choses à faire évoluer dans le dossier. Donc, on continue. Ça n'arrête pas. Maintenant, ben, c'est sûr qu'au niveau là, de l'opération, ben, là, tout tourne autour de la COVID. Le nettoyage, la désinfection, l'attribution de nouvelles tâches au staff, les heures supplémentaires, des nouveaux employés pour couvrir le nombre d'heures supplémentaires aussi nécessaires. Il y a aussi beaucoup de fournitures qui sont achetées. Donc, oui, ça entraîne des coûts. Il y a un prix. C'est la sécurité à tout prix, puis il y a un prix à ça. On a déjà eu une première aide gouvernementale de 133 millions qui est répartie de l'ordre d'à peu près 40 millions en RPA, 73 en CHSLD non conventionnés. Et, excusez-moi, 73 millions en ressources intermédiaires, puis ressources de type familial, puis 20 millions en CHSLD non conventionnés. Alors, ça, c'est bienvenu, mais d'après moi, ce n'est qu'un premier coup de pouce. Il va en falloir d'autres parce que, en ce moment, la moitié des décès dus à la COVID au Québec proviennent des RPA. Il y a un grand nombre de CHSLD, grand nombre de résidences aussi qui peuvent avoir un cas minimum entre leurs 4 murs. Donc, Ouais.
Est-ce que les gens vont moins vouloir y aller? Est-ce que les personnes âgées vont rester marquées de ça, hein? Ça, c'est une excellente question. Écoute, encore une fois, ça fait des années qu'on parle du besoin criant de nouvelles places en résidence privée pour aînés. Ça ne changera pas. La population n'arrêtera pas de vieillir parce qu'il y a le COVID. La population, puis il n'y a pas, 25 000 morts au Québec. Donc, ça ne changera pas ça changera pas la demande. Ça ne changera pas le taux d'attraction québécois qui est d'à peu près de l'ordre de 20 ce qui est le plus haut en Amérique du Nord. Alors, c'est un marché qui va se relever et qui va se relever quand même, ça ne sera pas si long que ça. Et les résidences vont toujours rester un bon véhicule de placement immobilier. Intéressant, intéressant. Je regardais les questions, c'est sûr. Là, on allait dans des questions plus mondiales. Je ne sais pas, François, si tu veux mettre ta boule de cristal, mais on était dans des questions de boule de cristal, à savoir On est-ce va que le monde va s'essayer. être plus protectionniste? Vas-y. Est-ce que le monde va être plus protectionniste? Est-ce qu'on va avoir moins de mondialisation? Est-ce que les gens vont ramener les fabrications à l'interne? Ça, c'était la première question. Ben, écoute, ça se pourrait qu'il y ait un peu plus de protectionnisme, mais je ne pense pas que ça va nécessairement affecter le flot d'étrangers qui aiment venir au Québec. On est une belle société d'accueil. Montréal est une métropole cosmopolitaine. Je ne pense pas que ça va changer notre identité profonde. Alors oui, on va continuer à accueillir des étudiants étrangers dans nos universités. Je pense qu'on va continuer à faire de l'échange au niveau professionnel, que ce soit dans les technologies de l'information ou que ce soit dans d'autres domaines. Je pense comme je disais tantôt, on a la mémoire courte, puis rapidement, on va retrouver un mode de mondialisation. Mais c'est vrai que ce serait le fun d'apprendre à consommer plus local. Je l'ai moi-même fait depuis 2 semaines. J'ai suivi la recommandation. Je découvre de beaux commerces. Je découvre de beaux producteurs. C'est quand même très intéressant, mais je pense qu'on peut avoir un équilibre dans les deux. Excuse-moi, je me tourne, mon enfant vient de rentrer dans la salle. Moi, c'est pour ça que je suis venu ici, pour être sûr que. Ça fait partie du télétravail, ça fait partie des joies de télétravail. C'est très drôle. Donc, il y avait une question, Nancy. Est-ce que les petites résidences pour personnes âgées seront favorisées versus les grosses? Au niveau de l'aide gouvernementale, non, je ne pense pas qu'elle soit nécessairement favorisée. Il n'y aura pas personne de favorisé, qu'il soit petite ou grosse. Je pense que ceux qui vont avoir des besoins vont recevoir l'aide de leur CIUS ou de leur CIS et puis aussi du gouvernement. Donc, écoute, François, pour l'instant, il y a des questions Airbnb. On va s'y attarder demain midi. Pour l'instant, je pense que ça ferait le tour des questions là, par rapport à l'entrevue d'aujourd'hui. François, un mot de la fin pour tout le monde? Lâchez pas, préparez-vous, soyez prêts à rentrer sur le marché quand la situation vous conviendra. Si vous l'êtes déjà, allez-y, n'hésitez pas. En ce moment, l'opportunité, c'est peut-être un peu plus d'immeubles disponibles avec un peu moins de compétition. Alors, si vous vous placez en tête de file, vous allez pouvoir réaliser votre projet avant que les files d'attente et que les délais se prolongent trop. Excellent. Et merci, François. Oui, moi aussi, j'ai hâte que ça soit terminé, qu'on puisse faire un gros câlin aussi dans tout ça. Merci infiniment, François. Donc, si je termine du côté du club, comme j'ai dit, nos activités restent toujours en cours. Donc, les coachings ont basculé de façon virtuelle. On reste toujours on the ball, comme on dit en anglais. Donc, on continue à se former dans le marché actuel. Les activités, on a également transféré des activités en ligne. D'ailleurs, si vous avez des jeunes à la maison, 12-18 ans, on fait une formation gratuite en ligne le 8 avril à 14 h. Donc, plutôt que de les laisser jouer à Fortnite toute la journée, pourquoi pas ne les envoyer sur l'investissement immobilier. Et dans les Facebook Live, demain, je reçois Jean Sasseville, un courtier immobilier qui est spécialisé dans le court terme. Donc, il y avait des questions sur des condos à Tremblant et autres. Donc, attendez demain, ça bouge beaucoup dans l'industrie du court terme. Ça va être très intéressant avec Jean. Et vendredi, on reçoit Luc Poirier, évidemment,
très connu pour ses moves assez spectaculaires et ses prises de risque. Donc, je suis curieux d'avoir son opinion dans la crise actuelle. Donc, François, merci encore d'avoir pris ce temps avec nous. Ça fait plaisir. J'espère que les gens ont apprécié. Donc, vous pouvez toujours visualiser les autres lives. On avait fait également avec d'autres, avec l'équipe de PMML, avec Patrice et hier avec le rapport de COVID, que je peux vous faire un petit pub aussi. Si jamais vous voulez le rapport COVID, pmml.ca/COVID-19, c'est totalement gratuit, un rapport d'une cinquantaine de pages sur le COVID dans lequel François a participé. Donc, François, je te laisse retourner à ta petite famille. Je vais faire de même de mon côté. Merci encore. Puis, on se revoit bientôt. À bientôt tout le monde.